Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Je vais maintenant commencer le sujet qui nous intéresse ce soir et je voulais vous reparler donc de cette affaire Hayashi Masumi, donc l'affaire du curry empoisonné, salut baguette, l'affaire du curry empoisonné de Wakayama, puisque c'est une affaire, comme vous le savez, qui me tient plus qu'à cœur. C'est une affaire avec laquelle je vis maintenant depuis assez longtemps, sur laquelle je travaille et sur laquelle j'ai consacré, pour laquelle j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et une affaire pour laquelle j'ai eu la chance de rencontrer des gens impliqués dans cette affaire. Donc tout d'abord d'anciens enquêteurs, des journalistes, un ancien magistrat. Et puis la famille de Masumi, son fils aîné, puisque vous savez que sa fille est décédée, elle s'est donné la mort il y a 3 ans maintenant, 2 ans pardon, pour des raisons sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, et le fait de commencer à contacter ces gens-là, ou à être contacté, parce que je vous parlerai peut-être un peu du dessous des cartes. Vous savez que je suis en train de préparer un livre entier consacré à cette affaire et une vidéo documentaire qui sera faite en collaboration avec des gens de tous les continents. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, c'est quelque chose une chose sur laquelle je travaille depuis assez longtemps, qui est très importante. Et voilà. Donc je voulais faire un petit récapitulatif, et surtout je voulais qu'on revienne un petit peu sur le déroulé de cette affaire, de cette histoire, qu'on revienne un petit peu sur les avancées, parce que l'enquête n'est pas finie. Enfin, l'enquête officielle est terminée, mais il y a un groupe qui travaille dessus depuis des années, un groupe que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi maintenant, et je travaille dessus moi aussi. On a tous des éléments en notre possession. Il faut savoir que le dossier d'instruction fait 10 000 pages. Ces 10 000 pages, on a pu les avoir. On a pu en avoir des copies. Elles ont été numérisées par un copain qui est étudiant journaliste à Tokyo, qui a tout numérisé avec son prof et qui en a fait des PDF qui nous ont envoyés. Ensuite, par la poste, parce que rien ne s'envoie par Internet. C'est comme ça. Il y a une paranoïa autour de cette affaire, parce que ça, on va pas en parler concrètement ce soir, mais il se trouve que c'est certainement pas une affaire de crime ordinaire, une affaire de meurtre ordinaire, et on va voir pourquoi c'est pas une affaire de meurtre ordinaire, et pourquoi il ne faut surtout pas arrêter de parler de cette affaire. Il y a ce fils aîné qui se fait appeler Ken, c'est pas son vrai nom, mais on va l'appeler comme ça, qui tous les jours poste sur les réseaux sociaux, contacte les journalistes, donne des interviews, parle de cette affaire, parle de sa mère, parle de son combat pour sa mère, parle des éléments sans les nommer qui font qu'il veut une révision du procès. Et ça, ce combat-là, il est plus qu'admirable. Il a réussi à attirer autour de lui des gens dont c'est le métier, des gens qui s'occupent justement des enquêtes closes, des erreurs judiciaires, parce que
c'est plus un secret, vous le savez, pour moi, c'est une erreur judiciaire, c'est peut-être même la grande erreur judiciaire du Japon du 20e siècle et du 21e maintenant. Euh, voilà, là, au mois de juillet, le 22 juillet, Mayumi, Hayashi Masumi a fêté ses 62 ans. Elle est en prison depuis 98. Hein. Depuis 98, elle est enfermée pour un meurtre qu'elle n'a certainement, même sûrement, non, certainement, pas commis. Elle a été condamnée à mort hein, il y a presque 15 ans maintenant. Elle vit dans le couloir de la mort. Elle rentre, elle en sort, elle en rentre, elle en sort. Là, elle y est retournée depuis le mois de février, puisque son dernier appel a été rejeté. On va revenir un peu sur le parcours, mais je pense que c'est intéressant et plus que... oui, le but, elle est encore jeune, oui, 62 ans, elle est encore jeune, mais elle a quand même passé je vais pas dire la moitié de sa vie, mais enfin une bonne partie de sa vie en prison pour rien, je pense. Et elle a eu sa famille détruite pour rien. Et pour le rappel, voilà, ça s'est passé en 98, hein, ça s'est passé au mois de juillet, 25 juillet 98. Ceux qui n'ont pas vu, alors si, je pense qu'il va y avoir une rediffusion sur YouTube, mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite sur l'affaire et les petites vidéos, petits satsujin, vlogs spéciaux à côté, allez les voir peut-être avant ça parce que je vais vous parler de choses dont j'ai déjà parlé avec peut-être des conclusions que j'ai déjà données. Mais voilà, il faut savoir qu'en 98, quand elle est arrêtée, il y a tout de suite un procès à charge. Kenji, son mari, est tout de suite pris en charge par un procureur, le procureur de l'époque, Asami Candialo, qui le soudoie pour qu'il raconte des choses qui sont aujourd'hui avérées comme étant fausses. Sachant que Kenji, le mari, donc Hayashi Kenji, avait déjà eu des ennuis avec la justice pour des trucs à l'assurance. Voilà, il était comment dire, dératiseur, Ghostbuster pour les insectes, on va dire, et il avait effectivement joué avec des poisons pour toucher des assurances. Enfin bon, ça avait été, enfin avec des poisons, avec des pesticides. Il avait un passif, vous le savez, un peu compliqué. Elle était une mauvaise coucheuse, comme on l'appelait, c'est-à-dire quelqu'un qui râlait, qui n'était pas forcément apprécié dans le voisinage, mais ça, c'était la version que donnait le procureur Asami à l'époque, et qui a essayé de retourner l'opinion publique contre Masumi. La vérité est tout autre. Voilà, et la vérité aujourd'hui, cette vérité des documents et des choses qui ont été niées par des comment dire des des témoignages absolument faux, contrefaits, et tout ce qu'on peut imaginer de plus abject pour justement la pousser à devenir la coupable idéale, est aujourd'hui complètement démentie par des révélations et que ceux qui s'intéressent au dossier connaissaient ou alors se doutaient depuis fort longtemps, parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Elle a été condamnée en 2005, après ce procès à charge. Il faut savoir qu'en 2005, lorsqu'elle est condamnée par la cour d'Osaka, elle est condamnée sur des témoignages, c'est-à-dire que des personnes affirment l'avoir vue dans le stand où elle était avec la marmite de curry, en train de touiller la marmite, à un moment où elle n'aurait pas dû y être. Elle affirme qu'elle n'y était pas, et deux femmes, qui étaient ouvertement ses rivales dans le quartier, affirment l'avoir vue en train de touiller le curry. Avec un angle de vue qui n'est pas crédible. Moi, je suis allé sur place, vous avez vu, il y a des images. Les lieux ont un peu changé, mais on arrive à retrouver l'angle de témoignage, et il est impossible qu'elle ait pu la voir. Deuxième incohérence dans ce témoignage, ils affirment que Masumi avait un t-shirt blond, alors que Masumi portait un t-shirt noir. Il y a une preuve qui est sortie bien après sa condamnation, qui est une photo prise par des gens ce jour-là. On est en 98, donc les gens n'ont pas forcément tous des portables avec des appareils, mais les gens prennent des photos avec des appareils jetables, et on voit une photo de Masumi avec un t-shirt noir, un t-shirt qu'elle reportera plusieurs fois ensuite,
un t-shirt Mickey. Elle avait ce jour-là avec un tablier qu'elle avait enlevé, alors que dans les témoignages on affirme qu'elle a un tablier. Ensuite il y a ce témoignage de l'avoir vu amener un gobelet en carton, un gobelet en plastique, un gobelet blanc, un gobelet bleu, un gobelet rosé bleu. La version changera, il se trouve que elle sera condamnée pour une analyse toxicologique, une analyse de poison sur un gobelet qui s'avérera être différent d'une audience à l'autre. Et contenir des produits différents aussi. Voilà. Les témoins n'ont pas été réfutés alors qu'ils ont changé de version à 2 reprises pendant le procès. Mais peu importe, en 2005, elle est condamnée à mort par le tribunal d'Osaka. Bien sûr, elle va faire appel. Elle va faire appel plusieurs fois, elle va faire appel de cette condamnation en fournissant par le biais de ses avocats des nouvelles preuves. En avril 2009, nouvel arrêt là c'est la Cour suprême cette fois-ci, qui confirme en 2009, donc 11 ans après les faits, sa condamnation à mort parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Pourquoi il n'y a pas d'éléments nouveaux ? Parce que le procureur Asami a refusé d'inclure dans le dossier toutes les preuves de la défense, a refusé d'accepter les nouvelles analyses toxicologiques, a refusé d'accepter les aveux de Kenji Ilmari, qui a avoué avoir été influencé par le procureur, avoir été menacé pour son témoignage. Enfin voilà, toutes ces choses font que le dernier appel, on va dire pas la cassation parce que ça n'a rien à voir, mais l'appel à la Cour suprême confirme sa condamnation en 2009 et ensuite ça devient une bataille d'experts. Elle rejoint le couloir de la mort et pendant 8 ans, ça va être une bataille d'experts. Ces avocats vont déposer des requêtes, vont déposer des requêtes spéciales auprès des ministres de la Justice différents, auprès des premiers ministres, auprès des différents syndicats de magistrats, du barreau, etc. Ça va être un parcours du combattant, et puis devant le refus catégorique de la haute cour de justice du Japon, qui n'est saisie que très 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 exceptionnellement. Ça c'était en 2017. Alors, je me suis pris quelques notes pour les dates. C'était le 3 avril 2017. La haute cour refuse catégoriquement de revoir le procès, malgré les nouveaux éléments produits par l'association, notamment qui s'occupe de la famille Hayashi, par les avocats qui ont travaillé là-dessus, par le groupement d'enquêteurs privés qui a commencé aussi à travailler sur cette affaire, d'anciens policiers, d'anciens magistrats, des enquêteurs privés, etc. Il y a eu vraiment tous les efforts de fait pour mettre en avant ces preuves, et il y a énormément de preuves. Voilà. La famille Hayashi a fini par porter plainte contre le gouvernement et contre la justice pour un acharnement thérapeutique. Il faut savoir que leur maison a été incendiée, voilà, en 2011, je crois, par des gens. Elle a été taguée d'abord dans long, large et en travers, avec des assassins, salauds, tout ce que vous voulez. La famille a été traquée jour et nuit par les journalistes, par les paparazzi, par tous les charognards qui voulaient les interviewer, qui voulaient leur faire avouer que leur maman était une meurtrière, qui voulaient aussi voir la bête, voir les bêtes, les enfants, qui ont été obligés de déménager. La maison a été complètement ravagée par les flammes, ensuite a été détruite, est devenue un terrain vague, et puis ça a été quelque chose d'assez terrible pour la famille, à tel point qu'il y a beaucoup de ces enfants qui vont tourner un peu mal, on va dire, qui n'arriveront pas à étudier parce que maman en prison, papa dans des ennuis aussi jusqu'au cou, donc livrés à leur tante, leur grand-mère, qui n'arriveront pas à être scolarisés, qui seront déscolarisés, qui auront des vies vraiment pas drôles. Et moi, pour être en relation avec son fils aîné, je peux vous garantir qu'il a eu un parcours extrêmement chaotique, qui porte sur lui, hein, alors qu'il a des tatouages qu'il a commencé à faire quand il était plus jeune, ce qui est exceptionnel au Japon, qui prouve qu'il a été amené à tomber dans des milieux dans lesquels il n'aurait pas dû tomber, parce que
la famille Hayashi, malgré tout, est une famille plutôt correcte et qui n'est pas du tout dans cet univers-là. Mais il y a eu cet acharnement thérapeutique de la justice, des médias et de l'opinion publique jusqu'en 2017, au moment où il y a eu cette plainte de la famille Hayashi, portée aussi, hop là, mes notes suivantes, portée aussi par le collectif, et notamment par Inagaki Hiroshi, qui est la personne avec laquelle je travaille, qui est un journaliste d'investigation, qui applique le code de déontologie de Obata et de tous les autres, et qui, lui, devant l'avalanche de preuves à décharge, voilà, pour justement, pas contre cette fois, mais pour Masumi, a décidé de mettre tout son temps et de s'investir corps et âme dans cette affaire. Il faut savoir qu'il a nommé Ikuta Akio, qui est un excellent avocat, un avocat d'appel qui est spécialisé dans les causes un peu désespérées, qui est un avocat abolitionniste aussi, quelqu'un qui travaille beaucoup sur les affaires de ce type-là et surtout les affaires qui médiatisées, mais avec des enjeux sociaux et sociétaux assez importants. Et Ikuta est un avocat vraiment célèbre, mais qui coûte quand même assez cher. Et là, avec cette association, ils arrivent à retenir et ils arrivent à réunir des fonds, pardon. Et c'est vrai que voilà, Inagaki là-dessus a vraiment très très bien travaillé. Il y a Miyadai aussi, Miyadai Shinji, le journaliste, qui travaille aussi beaucoup, qui a écrit un livre absolument merveilleux. Bon, il y a déjà quelques années, on n'avait pas encore tous les éléments qui tendent à prouver que Hayashi est innocente, mais il a vraiment travaillé très dur là-dessus. Et ils ont fait remonter toutes ces preuves. Il y a un élément que je vais vous livrer qui fera partie du livre sur lequel on travaille et de la vidéo sur laquelle on travaille, et qui vous donnera peut-être un indice sur l'orientation qu'il va falloir prendre si on veut prouver l'innocence de Madame Hayashi. C'est l'analyse toxicologique, voilà, l'analyse des gobelets, puisqu'il se trouve que dans les pièces à conviction, alors attendez, je vais boire moi aussi dans mon gobelet. Dans les analyses toxicologiques qui ont été faites sur les gobelets, il y a plusieurs gobelets. Le premier est censé avoir été pris comme pièce à conviction par la police le soir du drame, sachant qu'ils sont arrivés très 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 rapidement. Alors que Wakayama était vraiment un quartier isolé, loin de tout. Et quelques minutes après le drame, alors que les victimes les plus sévèrement touchées n'étaient pas encore décédées, mais avaient des vomissements, etc., les secours sont arrivés. Comme s'ils avaient été appelés un petit peu en avance, peut-être en anticipation de ce qui pourrait se passer, mais on ne sait pas. Enfin, peut-être qu'on sait. Les analyses toxicologiques ont été faites avec ce gobelet en carton, un peu écrasé. Vous savez, quand on écrase un café, après, puis on le jette dans ces vieux gobelets en carton. Et qui avait été comme si on l'avait, un peu comme Garth dans Wayne's World, vous savez, quand on prend le tiens, si tu vomis là-dedans. Voilà. Ben là, c'est pareil, une espèce de gobelet en carton complètement écrabouillé, dans lesquels on a retrouvé des traces de poison, voilà, mais qui sont différentes, bizarrement, des traces de poison que l'on a retrouvées dans un autre gobelet, qui lui est arrivé en pièce à conviction lors d'une contre-expertise qui a été demandée par la défense quelques années plus tard. Il se trouve que le poison qu'on a retrouvé dans cet autre gobelet en plastique cette fois-ci est du cyanure, donc très 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 différent. Mince, tu t'es pris 2 fois la pub, désolé. Et du cyanure, donc très 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 différent. Je crois que je sais plus si j'avais noté. Non, non, non. En tout cas, voilà, il y a 2 poisons différents, dont un qui n'a pas été, noté sur les comptes rendus d'audience, et que l'on a pourtant retrouvé en examinant les comptes rendus des urgences dans lesquelles ont été envoyées la soixantaine de personnes qui ont été intoxiquées. On a retrouvé aussi des traces de cyanure
des traces qu'on avait retrouvées qui étaient des poisons qui provenaient de pesticides. Voilà, qui sont deux familles de poisons totalement différentes. Oui, on peut faire référence à Agarthe, tout à fait. Voilà, donc cet élément-là n'a jamais été pris en considération par les parties civiles et par l'accusation. Il faut savoir que ce dont on accuse Madame Hayashi, c'est d'avoir versé un contenu, un poison, pardon, qui est de l'arsenic, donc, qui était contenu dans d'anciens produits pardon, excusez-moi, une petite baisse de voix, d'anciens produits de traitement contre les insectes. Effectivement, on en retrouve beaucoup. Par contre, on ne retrouve pas de cyanure là-dedans. On n'en a retrouvé aucune trace dans tous les stocks de pesticides et d'insecticides qu'on a pu retrouver. Mais on en a retrouvé dans les analyses de certains blessés ce soir-là. Des analyses qui ont bizarrement disparu lors des différentes audiences et qui sont revenues il y a 3 ans. 2021, c'est ça. Lorsque la fille aînée de Madame Hayashi s'est jetée d'un pont avec sa petite fille dans les bras. On a toujours pensé que c'était elle, la coupable. Et dans ma vidéo, je le dis à demi-mot parce qu'à l'époque, c'est ce que nous pensions. Que Madame Hayashi était innocente et qu'elle essayait de couvrir sa fille aînée, qui elle était présente aussi avec elle, l'a aidé à préparer le curry ce soir-là, est restée dans le stand, etc. A toujours une attitude un peu bizarre et ensuite s'est complètement détachée de tout ça, comme si elle voulait à nouveau être loin de cette histoire, alors que sa mère en prison lui écrivait des lettres dans lesquelles elle parlait de quelque chose qu'elle pouvait pas dire. Donc moi aussi, j'avais fait mon intime conviction là-dessus, c'est-à-dire que sa fille aînée était certainement celle qui était coupable, et que sa mère essayait de la couvrir, mais qu'elle était innocente. Et puis, le 9 juin 2021, sa fille met fin à ses jours avec son bébé dans les bras. Il faut savoir qu'elle avait d'énormes problèmes de famille, hein, c'est une famille recomposée, décomposée, etc., avec des ennuis financiers, des ennuis de tous les côtés, parce que, comme je l'ai dit, tous les enfants de Madame Hayashi ont toutes et tous connu des familles complètement, enfin, ont fondé des familles complètement dysfonctionnelles. Et ça a été très très compliqué. Les filles ont été mamans très jeunes, avec des compagnons avec lesquels elles ne sont pas restées, puis des compagnons violents, puis des compagnons un peu à la limite. Enfin, bon, ça a été très compliqué pour elles. Et aujourd'hui, on sait que la pression médiatique, parce que l'affaire revenait sur le devant de la scène, puisqu'il y a eu l'appel local. Il faut savoir que lorsque la Haute Cour et la Cour suprême vous ont refusé un appel, vous n'avez plus aucun moyen de demander un nouveau jugement. Le seul moyen, la seule façon, et ça encore une fois c'est Ikuta Akio, le maître Ikuta qui a trouvé ça, c'est de saisir une cour locale sur un sujet particulier. Et donc en mai 2021, un mois avant le décès volontaire de la fille, un appel local avait été fait à Wakayama, à la cour de Wakayama, sur un sujet précis, pour rouvrir le dossier et qu'il soit traité au niveau local, pour peut-être ensuite le faire évoluer vers une révision de procès au niveau national. On a donc rouvert le dossier, on est allé chercher dans les archives, on a aussi contacté les membres de la famille, dont le vieux Kenji qui est complètement qui sucre les fraises, hein, qui a toujours été à la limite de la démence, mais qui là était vraiment tombé au fond du fond, mais qui n'a pas voulu parler. Et il se trouve que même pas un mois après l'ouverture de cet appel local, il y a eu ce décès volontaire, voilà, je dirais pas le mot parce que si je repasse sur YouTube, mais vous voyez ce que je veux dire. Cet homicide personnel qui a fait se poser beaucoup de questions aux gens qui reprenaient l'affaire en disant mais
Si effectivement c'est elle la coupable, du coup, on va retrouver des preuves. Quelque part, elle a dû écrire une lettre d'adieu pour s'accuser, montrer des éléments, donner des éléments, parler de quelque chose qui fera que Madame Hayashi va être innocentée. Non, pas du tout. En fait, on a découvert que ce décès dramatique, encore une fois, je dis, elle a emmené sa petite fille avec elle, hein, était dû à des conflits familiaux, à des problèmes de harcèlement de la part des gens en général, parce qu'elle portait ce nom-là, en cherchant un peu, et puis la presse, les journaux, tout le monde était sur elle, était contre elle, et puis cette pression du procès qui rouvre, de savoir que sa mère pouvait être accusée pour quelque chose, et puis elle a développé des pathologies avec le temps. On sait qu'elle a qu'elle a consulté, pardon, un psychiatre en 2016 et 2018, justement pour parler de ces problèmes de, de voix qu'elle entendait, qui lui disaient d'aller s'accuser, alors que d'après ce qu'on a pu lire dans certains rapports, elle a toujours nié devant ses médecins et pendant ses séances avoir été impliquée en quoi que ce soit là-dedans. Mais malgré ça, sa santé mentale en a pâti et elle a fini par se donner la mort. Ce qui nous a ouvert donc la perspective d'une innocence complète de la famille Hayashi. Et c'est là-dessus, oui c'est ça, elle était partie dans une espèce de schizophrénie légère parce que elle essayait tellement de se convaincre, voyant sa mère en prison et puis condamnée à mort. Donc, faut savoir que sa maman est dans le couloir de la mort, ce qui fait que chaque jour, on peut venir la chercher à l'aube pour lui dire, écoutez madame, c'est votre dernier jour, voilà, vous mangez votre moitié, vous buvez votre manjo, pardon, vous buvez votre thé, et puis voilà, on vous amène à la corde. Alors, bizarrement, depuis 2005, elle n'a pas été exécutée, ce qui est très inhabituel, très 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 inhabituel, voire unique. Et là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, l'appel au niveau de la cour locale qui a été lancé en mai 2021 avec toute cette boue qu'on a remuée, qui ont causé donc ce décès, a été accepté. Maître Ikuta a réussi à faire accepter cet appel. Et à l'époque, on avait un juge indépendant, un jeune juge indépendant à la cour de Wakayama, qui, bizarrement, début 2023, donc il y a vraiment très 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 peu de temps, a été révoqué. Parce qu'on lui a trouvé, des affaires bizarres de mœurs, des choses qui sont arrivées comme ça, qui ont popé, comme on dit, de nulle part. Et le juge chargé de la révision et de la réouverture du procès a été révoqué. Et on a mis à la place quelqu'un que l'on avait déjà vu à maintes reprises, qui est un procureur à charge, qui a toujours été convaincu de la culpabilité de Madame Hayashi, et qui lui a refusé que cet appel local arrive à son terme, et a donc classé le dossier sans suite le 2 février 2023. Donc il y a vraiment peu de temps. Ce sont les dernières nouvelles officielles, judiciaires, on va dire. Il faut savoir que Madame Hayashi est toujours là, dans le couloir de la mort, alors que je vous parle. Elle attend son exécution, qui n'arrive pas, bizarrement. Alors, non pas que je la souhaite, bien au contraire, mais faut savoir que même si la moyenne peut être un peu longue, il arrive parfois que certains condamnés soient exécutés 5, 6, 7, 8, 9 ans, 15 ans, 10 ans plus tard. Il est assez rare qu'il reste 20 ans qu'il reste 20 ans dans le couloir de la mort, ce qui est son cas, qu'on la sorte aussi régulièrement. Et donc aujourd'hui, on en est tous convaincus. Madame Hayashi ne peut pas être coupable, parce que toutes les preuves ont été réfutées, et il faut savoir que des preuves, ça se fabrique très très facilement. Même si vous avez la vérité sous le nez, les preuves peuvent se fabriquer très 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 facilement pour faire condamner quelqu'un.
Et là, en l'occurrence, on a eu l'application la plus triste et la plus terrible, la plus horrible qui soit, de ce vieil adage français que vous devez connaître: quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Là, il y a eu un acharnement contre une chasse aux sorcières, c'est ce que disait Miyada Shinji, le journaliste. C'était une chasse aux sorcières parce que Madame Hayashi était la coupable parfaite pour une histoire qui est absolument beaucoup plus compliquée qu'un simple empoisonnement d'une femme jalouse. Une femme jalouse de quoi? De rien. Une femme jalouse de quoi? De rien du tout, puisqu'il faut savoir que contrairement à ce qui a été dit, Madame Hayashi était très investie dans la vie de son quartier. Elle était même présidente d'une association de parents d'élèves, d'une association de quartier, d'une association de sauvegarde aussi de son patrimoine local, parce qu'elle habitait dans un quartier historique, avec des temples, des monuments, des parcs, des derniers endroits de cette préfecture où il y avait encore des parcs sauvages. Je prendrai vos questions à la fin, d'accord? Je vais finir le déroulé de ce qui se passe en ce moment, et juste après, promis juré, je prends vos questions. Voilà, Madame Hayashi était une femme indépendante, une femme, ce qu'on appelle une grande gueule. On le voit d'ailleurs sur les vidéos d'elle qu'on arrive à voir encore. Et il se trouve qu'elle était justement, de par cet état de fait, la coupable idéale aux yeux du grand public. Une femme remariée avec un mari qui avait eu des petits pépins avec la justice, qui était un peu exubérante, voilà, qui avait les cheveux courts, qui parlait fort, qui était... Mais ça, c'est l'image qu'elle renvoyait, alors que les gens qui la connaissaient, parce qu'on a très très peu parlé des témoins de moralité. Oui, je joue avec un étui de 9 mm depuis tout à l'heure. Il est vide, ne vous inquiétez pas. C'est mon anti-stress. Mais voilà, les témoins de moralité qu'on a très 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 peu cités et qu'on a très peu appelés à la barre, malgré les demandes, parlent tous d'une femme absolument facile à vivre, d'une femme très impliquée dans la vie de son école, de l'école de ses enfants, de sa vie de quartier, et aussi de son implication dans la défense de sa ville, dans la défense des monuments de sa ville, de son implication contre des groupes industriels qui comptaient en faire quelque chose. Et il se trouve que ça, eh bien, on n'en a jamais parlé de façon ouverte. Je vous donne quelques phases, quelques pistes. Je vais pas m'avancer plus dans les choses que l'on a trouvées et dans les choses dont on a des preuves, mais Madame Hayashi était une femme qui était très impliquée, voilà, dans la protection de diverses choses. Madame Hayashi avait eu des mots, et il est vrai, avec des chefs d'entreprise, avec des chefs de chantier, avec des industriels, avec des politiciens, avec des envoyés du ministère, avec des gens qui venaient faire des repérages sur Terre, il est vrai. Mais ce n'était pas la seule, il y a eu beaucoup de gens qui ont été... il y a eu beaucoup de gens qui ont été impliqués justement dans cette lutte contre la détérioration de ce quartier historique. Certains sont morts depuis. Il y a eu beaucoup de choses de dites aussi dans les jours et dans les semaines qui ont précédé le drame de Wakayama. Notamment des campagnes de dénigrement venues de gens fraîchement arrivés dans le quartier, dont on ne connaissait ni le nom ni la profession, avant qu'ils viennent se présenter, et puis que comme ça, en allant, bon an mal an, on arrive à donner quelques indications sur Madame Hayashi, en ne disant rien, mais en impliquant, voilà, vous savez, bah, quand même, nous on l'a bien connue autrefois quand elle habitait à Osaka, voilà. Et ces jeux-là sont intervenus quelques semaines avant le drame, voilà. Bon, peut-être un hasard, certainement. Les tentatives d'empoisonnement sur divers animaux, si vous avez vu ma vidéo, vous vous rappelez qu'à 2 km de Wakayama, du quartier, des pans entiers de parcs ont été brûlés par des insecticides et des pesticides qui étaient du même type que ceux que l'on a retrouvés dans les analyses des victimes, donc à base d'arsenic. Alors que Madame Hayashi et sa famille n'étaient pas là. Ils étaient même très loin, puisqu'ils étaient partis pour une compétition sportive avec leur deuxième fille.
Il y a des choses comme ça qui éclatent et qui se retrouvent sur des documents qui avaient disparu. Il faut savoir que dans le groupe de personnes avec lequel je travaille, il y a un ancien procureur dont je ne connais pas le nom, dont nous ne connaissons pas le nom. C'est juste que c'est effectivement un ancien procureur, on n'a pas vu sa tête. Euh, un des policiers à la retraite avec lequel on travaille l'a formellement identifié, et c'est lui qui nous a fait passer ce type de document. Voilà. Alors, ils sont peut-être faux, c'est possible. Peut-être pas. En tout cas, on a aujourd'hui, avec les 17 personnes avec lesquelles on travaille, moi, à mon modeste niveau, eux, peut-être des niveaux plus impliqués, mais je travaille beaucoup dessus. Là, cette semaine, malgré les problèmes, la fatigue et tout, suis quand même tapé 2 heures de traduction, de PDF, de photocopie de PDF, de rapports d'audience absolument illisibles. Donc ça a tendance à attirer un peu là-devant. Mais voilà pourquoi je voulais revenir aujourd'hui sur cette affaire. Vous dire qu'on est un certain nombre à ne pas vouloir lâcher l'affaire parce que je suis persuadé qu'il y a une erreur judiciaire, qu'il y a une innocente qui est dans le couloir de la mort. Je ne gobe pas tout ce que me raconte son fils. Je sais qu'il a lui aussi a quelques petits problèmes psychologiques et on en aurait à moins. Mais par contre, les documents comme on voit, qui sont encore une fois des documents qui sont ce qu'ils sont, mais j'ai tendance à les croire parce qu'ils se recoupent avec d'autres choses plus anciennes. Et puis mais, Madame Hayashi a ce passé justement que je connais bien maintenant pour avoir lu l'histoire de sa vie et en avoir parlé avec son fils des dizaines et des dizaines et peut-être une centaine de fois, et pour savoir quelle femme elle était, ce qu'elle a fait dans sa vie et pourquoi elle ne peut pas être une meurtrière. Voilà. On a ça aujourd'hui, on a ces preuves matérielles, il nous manque juste de pouvoir accéder à une révision, et aujourd'hui avec la révocation de ce juge, de ce procureur et celle d'un juge récemment qui a été muté, eh bien la possibilité d'une révision s'éloigne petit à petit. Elle s'en va. Eh oui, je sais, j'ai mes alertes, désolé. Elle s'éloigne petit à petit. Il semble qu'elle devienne presque impossible. Alors, le seul moyen qu'il y a aujourd'hui, c'est gagner la bataille de l'opinion. Et pour ce faire, on est quelques-uns. Je vous ai parlé d'un groupe de 17 qui travaillent. Enfin, ils sont surtout, on est 17, ils sont 10, on va dire, à travailler de façon active sur le terrain. Et ensuite, on est 7 satellites, on va dire, qui analysons les documents, qui essayons de les recouper, pardon, qui discutons entre nous, et puis qui, dès qu'on fait une découverte dans ces 10 000 documents, c'est une somme tellement énorme qu'on a beaucoup de mal à en tirer la moelle, mais on trouve quand même des choses. Eh bien, on se coordonne, on essaie de travailler ensemble, et puis tous les 3 mois, on fait un point, on fait un bilan. Mais pendant ce temps, eh bien, Madame Hayashi est dans le couloir de la mort. Il y avait des bruits de couloir dans le ministère qui couraient, qui disaient qu'après les Jeux Olympiques, il serait peut-être temps de se débarrasser de ce prisonnier encombrant, ce qui nous a fait à tous très très peur, et puis rien ne s'est passé. J'espère que rien ne se passera. Aujourd'hui, si on ne fait pas un bruit médiatique tonitruant, il ne se passera certainement rien, parce que le dossier est disponible, il a été envoyé à des magistrats, à des procureurs, etc. Soit il est renvoyé à l'expéditeur, soit il est détruit, très certainement. Aujourd'hui, aucun juge ne veut prendre le risque de rouvrir le dossier parce que c'est un dossier éminemment politique. Dans sa commission, ça je vous en dirai pas plus, mais voilà. Et aussi dans les décisions qui ont été prises, une fois de plus, rouvrir ce dossier, c'est désavouer le système judiciaire qui,
pour travailler dessus depuis des années et n'est pas exempt de tout reproche, bien au contraire. Bien au contraire, je sais qu'aujourd'hui, le noyau dur de ce groupe de personnes qui travaillent sur les erreurs judiciaires ont environ, je crois que c'est un peu plus de 60 affaires de condamnation d'innocents, dont 4 pour des condamnés à mort, dont un dossier pour une personne qui a été exécutée déjà. Je vous en parlerai plus tard parce que j'attends le dossier complet, je ne l'ai pas encore reçu, j'ai que des bribes d'éléments, mais il faut savoir qu'il y a très certainement une personne, une femme aussi, qui a été exécutée il y a quelques années et qui est à 90% de chance était innocente. Voilà. Ce dossier remonte aujourd'hui. Je voudrais pas qu'il arrive la même chose à Madame Hayashi, ça me détruirait un peu plus. Je crois très 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 peu en la justice, hein, je vous le cache pas. Plus ça va, plus le temps passe et moins j'y crois parce qu'avec le travail que je fais depuis quelques années, désolé je fais un peu de bruit, je remets mes notes pour avoir mon retour chat, clavardage, et j'y crois de moins en moins à cette justice qui est tellement faillible que ça devient terrible. Mais ce n'est pas propre au Japon, je pense qu'on a un peu la même chose ici. On a des exemples au kilomètre d'erreurs judiciaires. Il y a la vérité et puis la vérité judiciaire qui sont très souvent deux choses différentes. Le problème, c'est que quand ça vous coûte une amende, bon, on râle et puis on passe à autre chose. Mais quand ça vous coûte, quand ça peut possiblement vous coûter la vie et que ça vous coûte en tout cas une bonne partie de votre vie déjà, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous ai parlé de pas mal de choses, les plus perspicaces d'entre vous, et je ne doute pas qu'il y en ait énormément, auront très certainement compris la direction que l'on prend. Je pense que c'est quelque chose voilà, qui, si ce dossier était rouvert, ferait beaucoup trop de bruit. Après tout, pour le système judiciaire et politique japonais, ça n'est que la vie d'une femme. Après tout, c'est pas si grave que ça, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, je vais arrêter cette capsule-là. Comme ça, hop, je coupe et après je prends vos questions.